Salut, ici Valérie Baudouin. J'avais déjà prévu depuis quelques mois que le 4e épisode de cette saison allait porter sur la possibilité ou non d'une guerre civile aux États-Unis. Simplement parce que la question m'est posée régulièrement par des auditeurs ou des gens que je croise dans des événements concernant la politique américaine. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que l'actualité allait par elle-même ramener ce sujet à l'avant-plan. Je vous rassure, nous sommes très loin de la guerre de sécession de 1861 qui opposait le Nord au sud des États-Unis. Par contre, même si les tranchées physiques ne sont pas creusées, les tranchées idéologiques le sont. Avec ce qui se passe actuellement au Minnesota, avec la présence de ICE, la police de l'immigration, avec ces 2 agents qui ont tué 2 citoyens américains en quelques jours devant témoins et en étant filmés, eh bien, il faut dire que la situation est extrêmement tendue, voire explosive. Est-ce que l'administration Trump fait tout pour calmer le jeu? Pour l'instant, on semble plus intéressé à jeter de l'huile sur le feu qu'à avoir un dialogue et à, comme on dit, baisser la chaleur. Est-ce utopique de penser que les États-Unis pourraient basculer dans une guerre civile? It was an act of domestic terrorism. Proud Boys, stand back and stand by. A group of left-wing radicals have been working tirelessly, sometimes using domestic terror techniques to try to make it impossible for the President of the United States to do what the American people elected him to do, which is enforce our immigration laws. Vance and I do not believe that the American people should be assassinated in the street. They can kill, injure, menace, and kidnap its citizens off the streets. We're very fine people on both sides. Well, Democrats don't seem to learn. In 1860, Democrats created the first Civil War. Tim Walz seems to be calling for the second one. In the same way they lost that one, they'll lose this one. But they better be careful with what they wish for. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Ça donne le ton à l'épisode d'aujourd'hui. Salut Laura Julie Perron. Bonjour, un petit frisson là, à la fin. Oui, mon Dieu, hein, quand on dit les démocrates veulent refaire une guerre civile, ils vont la perdre encore cette fois-ci. Ça donne le ton à cet épisode sur la guerre civile. Je viens de le dire, hein, j'avais pas prévu les événements, j'avais pas une boule de cristal pour dire qu'on allait être aussi loin dans les tensions en ce moment aux États-Unis. Et d'entrée de jeu, avant de te présenter bien comme il faut, je suis consciente, vous êtes peut-être en train d'écouter ça dans la voiture, à la maison avec une petite tasse de café ou autre. Ça peut être anxiogène quand même comme sujet. Il y a bien des gens que je croise qui me disent qu'en ce moment, ils font beaucoup d'anxiété avec ce qui se passe aux États-Unis. Alors, c'est pour ça qu'on veut aborder ça en prenant notre temps. Et je fais ça avec quelqu'un que je considère comme calme, posé et ayant un bon regard et une bonne expérience. Et c'est toi, Laura Julie Perron. Non, mais c'est bien gentil, mais j'avoue que c'est pas le sujet le plus facile. Hein? C'est pas le sujet le plus facile à aborder parce qu'il y a tellement de nuances. Puis je pense que tu es comme moi, on veut pas rentrer non plus dans le côté sensationnaliste de la chose, mais il faut quand même, avec un regard froid, se dire que ça va pas très, très bien aux États-Unis, qu'il y a beaucoup de tensions. Laura Julie, tu es journaliste et chroniqueuse des affaires internationales à la presse. On peut se tutoyer? Mais j'espère bien. Bon, mais je le dis toujours d'entrée de jeu par politesse, mais je suis très contente de te recevoir en ce matin où on débute la semaine où on aurait juste à écouter un lundi matin et ça commence rough avec comme on dit en bon français, avec ce qui se passe du côté du Minnesota. Tu as vu ce qui s'est passé ce week-end avec, le meurtre, en tout cas du moins de ce qu'on voit des images d'un infirmier de 37 ans au Minnesota. Ça a été quoi ta réaction face à ça? En fait, ma réaction face à ça, je me suis dit, oh mon Dieu, si Human Rights Watch met les yeux là-dessus, ça ressemble à une exécution arbitraire. Donc, un homme, d'abord, sur lequel on tire, puis après, on s'assure de finir la job. Je veux dire, c'est terrible, les images qu'on a vues. Et je pense que, en tout cas, s'il y avait des drapeaux rouges qui devaient monter, là, ils sont tous très, très hauts en ce moment là, sur ce qui se passe avec la violence là, dont est responsable les policiers, je sais pas, on les appelle comment, les agents ICE? Les officiers, les policiers, je pense que les gens comprennent quand même très bien de la police fédérale de l'immigration. Et là, en fait, ce qui est intéressant, donc un deuxième personne blanche qui est comme ça abattue par ICE. Et la première fois, donc, l'administration qui s'est mis complètement, en fait, en blâmant la victime là, pour ce qui lui est arrivé. Cette fois-ci, en tout cas, ce que je voyais des dernières déclarations de Donald Trump, c'est qu'on semble quand même faire un petit peu plus attention en disant, OK, on va regarder ça parce que là, on voit que ça chauffe très, très fort, que les gens sont excessivement fâchés. Je veux dire, le Minnesota, qui est un État, s'il y en a un qui est tranquille, c'est le Minnesota. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui vivent là-bas puis qui sont déménagés là parce que, justement, ils voulaient une vie tranquille, loin de la violence, loin des fusillades dans les écoles. Ils se disaient, c'est un des États où on sent presque au Canada,
C'est Minnesota Nice qu'on dit, justement, les gens gentils du Minnesota qui ressemblent aux Canadiens, comme tu dis. Oui, puis le gouverneur Tim Walz, Ouais. qui s'est présenté aux dernières élections, je me rappelle d'avoir fait une chronique sur lui dans laquelle je disais c'est le plus canadien de tous les politiciens américains, justement, qui met de l'argent sur les services sociaux et tout ça. Donc, que tout ça arrive dans cet état-là en ce moment, je trouve que ça rajoute aussi à cette espèce de fissure qu'on est en train de vivre aux États-Unis. Là, c'est, je ne sais pas si tu te rappelles le film là, qu'ils avaient fait sur un tremblement de terre à Los Angeles, là, où tu voyais les grandes crevasses. Oui, là. oui. Tu étais plus jeune que moi, mais on était vraiment très, très jeunes. Mais je trouve qu'on est en train de voir ça, mais au niveau idéologique et au niveau des deux versions là, qui se confrontent là, entre un infirmier qui était à une manifestation, puis de l'autre côté, on parle de lui comme d'un terroriste intérieur. Là. Je veux dire, il y a un monde entre les deux. Oui, puis avant de rentrer dans la discussion plus large sur la guerre civile, je rappelle, il s'appelle Alex Preddy, celui dont on parle, cet infirmier. Il y a 2 semaines, c'est Renee Nicole Good, cette mère de famille. Un Pretty puis un Good, quand même. Hein? C'est fou, hein? Faut le Mon faire. Dieu, j'avais pas pensé à ça comme ça. Là, c'est toi qui me donne le frisson. On dirait que les noms sont un peu d'à propos dans les circonstances. Et tu l'as dit, 2 personnes blanches, des citoyens américains. Alors, c'était pas dans des opérations de ICE où on voulait aller, par exemple, les gens appellent ça des kidnappings. Là. On est rendu presque là, aller chercher les gens ou pour les expulser. Parfois, c'est des citoyens américains. Ce qui alimente les tensions aussi, en plus de ça, justement, ces deux personnes-là qui ont été tuées en 2 semaines, les 2 dans le Minnesota. Il y a même des gens des Premières Nations. Je ne sais pas si tu as vu ça. Là. Il y a des gens des Premières Nations qui sont détenus pendant plusieurs jours par ICE en disant « Êtes-vous vraiment citoyen américain? » Moi, l'ironie de ça, je trouve ça complètement incroyable. C'est bien des gens qui sont plus citoyens américains que les Américains. Ce sont les gens des Premières Nations. On peut s'entendre là-dessus. Là. C'est ça, ça dépasse l'entendement, tout ça. Alors, dès qu'on voit la couleur de la peau, s'il y a un accent et tout ça, il y a des questionnements. Alors, il y a des gens qui parlent de profilage, l'administration se défend. Et là, tu as raison de le dire, il y a certaines personnes dans l'administration qui, avec ce deuxième événement-là d'Alex Preddy, prennent un bras de distance. C'était pas le cas de Kristi Noem, qui est la secrétaire à la sécurité intérieure. J'ai vu le directeur du FBI aussi parler et d'autres qui disaient, voyons donc, cette personne-là qui a été abattue et que ça a été filmé, d'ailleurs lui-même filmait, je ne sais pas si on va avoir accès un jour à cette vidéo-là, il filmait avant d'être abattu de plusieurs coups de feu par ICE, d'être maîtrisé, battu aussi avant. Lui, finalement, avait une arme à feu. Et au Minnesota, tu as le droit d'avoir ton arme, c'est un permis, c'est légal. Et là, je voyais les gens qui, normalement, défendent le deuxième amendement, c'est dire, mais c'est illégal d'avoir une arme à feu dans une manifestation comme ça. Et c'est sûr que tu cherches le trouble et tu veux peut-être aller assassiner des gens de ICE si tu es armé de cette façon-là. Je rappellerais juste qu'il y a eu Kyle Rittenhouse. Les gens se souviennent peut-être de lui. C'était dans la foulée du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. C'est un jeune de 17 ans qui avait même changé d'État pour se rendre avec son arme semi-automatique ou automatique, là, un genre d'AR-15, pour aller voir là, s'il y avait des débordements, pour faire de l'espèce de sécurité. Il avait tiré sur 3 personnes. Il y en a 2 personnes qui sont décédées. Et finalement, lui, on a parlé que c'est la légitime défense. Il a été acquitté, Kyle Rittenhouse, et s'est rendu un héros de la droite aux États-Unis. Alors, je me dis, est-ce que c'est 2 poids, 2 mesures? Quand c'est quelqu'un de la gauche qui est armé à une manifestation, c'est dangereux. Quand c'est quelqu'un de la droite, c'est correct? Ouais, c'est clairement un double poids, 2 mesures. Et surtout qu'en fait, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que c'est son téléphone cellulaire qu'il avait dans les mains et non pas l'arme elle-même. Là. Et on s'entend, donc, quand c'est une opération de police, habituellement, l'idée, c'est pas d'abattre la personne à tout prix, c'est bien de la maîtriser. Et là, la personne a été maîtrisée sans que l'arme soit pointée sur les policiers ou sur les agents de l'ICE. Et donc, vraiment 2 poids, 2 mesures. Puis surtout, on voit un décalage total entre ce qu'est supposé faire une force policière puis ce qui se passe dans les rues. Et juste avant Noël, j'avais interviewé aussi un pasteur qui est près de Chicago et qui fait partie, en fait, d'un immense mouvement de résistance contre ce qu'est en train de faire ICE et en fait tout ce qui est la politique anti-immigration et surtout anti-immigrants non documentés aux États-Unis. Là. La violence n'est pas juste par rapport aux manifestants, elle est aussi dans les centres de détention où il y a vraiment des grandes violations qui semblent avoir lieu. Donc, c'est quand même un mouvement on voit au Minnesota, mais qui a commencé avant et où il y a eu d'autres... donc, ICE qui a carrément arrêté des prêtres juste parce qu'ils manifestaient
devant le centre de détention. Donc, il y a eu plusieurs arrestations comme ça, Manu Militari. Il y a des poursuites contre ICE à cause de ça. Donc, le Minnesota, c'est comme un petit peu, pas l'aboutissement, mais on voit déjà ce crescendo-là depuis un certain temps. Ça a peut-être moins fait les nouvelles à cause de tout le reste, mais disons que c'est pas le premier épisode. Là. Non, puis on avait surtout parlé de ICE et des débordements aussi à Los Angeles, qui a eu l'envoi de la garde nationale. Donc, il y avait cette symbolique-là aussi qui était très, très forte. Et ce qui est particulier en ce moment, c'est que corrige-moi si je me trompe, mais Laura Joly, si je t'avais invité, je sais pas, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, puis je t'avais dit, viens, on va parler d'une possibilité de guerre civile. D'entrée de jeu, je crois qu'on aurait parlé des mouvements d'extrême droite. On aurait parlé du 6 janvier 2021. On aurait parlé de plusieurs groupes, ce qui est vrai aussi là-dedans. Donc, si on parle de guerre civile, on peut quand même inclure ça aussi, puis on va en parler. Mais là, on en parle dans un contexte où c'est des gens de la gauche qui sont accusés d'être à l'origine d'un début de guerre civile. Il y a des commentateurs de droite qui disaient ces gens-là, autant Renee Nicole Good qu'Alex Priddy, sont des gens qui voulaient être tués. Hein, des espèces de martyrs qui faisaient exprès pour se rendre jusqu'à la mort pour pouvoir déclencher cette guerre civile. C'est pas un peu spécial qu'on se parle de ça, je trouve, dans une sphère inversée? C'est-tu moi qui est folle de penser ça? Ou normalement, je t'aurais parlé de ça avec un angle différent? Oui, mais en même temps, pour l'instant, c'est de la propagande. Là, dans ce sens-là, c'est qu'on n'a pas vraiment... C'est sûr qu'il y a eu il y a une tentative d'assassinat contre Donald Trump pendant les élections. C'est sûr qu'il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk aussi, qui semble nous faire croire, en tout cas, qu'il y a peut-être à l'intérieur là, des mouvements anti-Trump une certaine violence. Mais pour l'instant, ça reste des individus. Mais pour l'instant, on a l'impression que la violence, ça vient surtout de l'autre côté. C'est qu'on peut toujours accuser qui que ce soit d'être un mouvement de rébellion, et de vouloir faire du terrorisme intérieur. En dehors des 2 incidents dont on vient de parler, on n'a pas des tonnes de preuves qu'il y a un mouvement de rébellion dans la gauche, même si c'est sûr qu'il y a une radicalisation qui est à prévoir avec ce qui se passe en ce moment, tout comme on l'avait vu avec le mouvement Black Lives Matter. Là, je veux dire, c'est où on accusait ces groupes-là, en fait, d'être excessivement violents pendant que l'extrême droite faisait des trucs aussi, notamment donc, le 6 janvier. Et là où on a passé l'éponge une fois que le président était revenu. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, d'accuser certains groupes d'être excessivement violents, alors que on déploie la violence contre eux. En fait, c'est une manière de justifier le déploiement de la violence de l'État en ce moment, plus qu'une réalité affirmée. Oui, bien, je suis d'accord avec toi. Moi, c'était surtout, juste, peut-être que je me suis mal exprimée dans ma question, mais c'était par rapport au fait que normalement, on s'en serait parlé juste en disant, bien, qu'est-ce qui se passe avec les groupes d'extrême droite? Est-ce qu'il y a... Parce que les groupes d'extrême droite, il faut le dire, leur objectif, dans leur charte de plusieurs groupes, puis il y a un épisode, excellent épisode d'ailleurs, avec David Morin qu'on a fait sur l'extrême droite, si les gens veulent en savoir un peu plus, c'est leur objectif, c'est de tout faire pour mener à une autre guerre civile, hein, parce que justement, bien, c'est le côté, la race blanche qui est suprême, qui est supérieure, et justement de déclencher ça. Là, on en parle en disant que c'est la droite qui est comme non, c'est pas nous, là. On n'a jamais voulu ça. C'est la gauche, là. Vous voyez pas, là, sont en train de manigancer quelque chose avec les événements des derniers jours pour déclencher une guerre civile. C'est ça, moi, qui m'a comme choquée en préparant l'épisode d'aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça. Mais moi, ça, en fait, peut-être que dans ma réponse, moi, en fait, je m'y attendais. Parce que ça fait partie de... Là, en ce moment, ils sont au pouvoir. Donc, ils peuvent pas nécessairement, ces mouvements-là d'extrême droite sont pas vraiment justifiés de vouloir prendre le pouvoir par la force. Là, en fait, leur justification, c'est de se garder au pouvoir en utilisant une violence contre ceux qui pourraient donc être vus comme une menace à leur pouvoir. Puis c'est notamment en manifestant, parce que c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que les gens vont manifester, les Blancs s'opposent à ce que ICE est en train de faire dans les rues des États-Unis. Donc, il faut présenter ces gens-là comme une menace, comme quelque chose d'irrationnel. Donc, je trouve pas que c'est tant un changement de place, c'est le changement de place où sont les mouvements de droite radicale puis d'extrême droite. Donc, moi, en fait, je trouvais ça plutôt prévisible parce qu'en ce moment, les Proud Boys jouent pas du tout, ou leurs descendants jouent pas du tout le même genre de rôle qu'ils auraient à l'époque. Moi, j'ai l'impression, quand on voit, en fait, on se pose la question, est-ce qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui sont maintenant à l'intérieur de ICE? Est-ce que ces gens-là, en fait, font partie, parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont été embauchées par ICE dans les derniers mois, puis on se pose la question, bien,
Moi, c'est la question que je me pose, c'est qui les gens qui sont là, qui décident de faire ce travail-là, et surtout avec la violence qu'on voit en ce moment. Je pense qu'une journaliste qui écrit, entre autres pour Slate, qui est aux États-Unis, qui a fait tout le processus d'embauche et qui a été engagée, personne n'a vérifié avec son nom, c'était qui, ce qu'elle faisait. Elle disait qu'en 6 minutes de discussion, finalement, elle avait une offre en bonne et due forme. Elle n'avait même pas répondu au courriel de ICE et on lui disait, tu as une date de début d'entrée, là, ça commence maintenant ta formation. C'est pour dire à quel point c'est facile aussi d'entrer dans ICE. Alors oui, peut-être, il y en a qui disent qu'il y a peut-être des mouvements d'extrême droite qui ont infiltré carrément ICE. Je veux qu'on parle de l'armement, justement, de la gauche. Parce que là, il y a des gens de la gauche. Je voyais un reportage, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui dit, moi, j'ai jamais eu d'arme à feu de ma vie. Là. Je viens d'aller prendre mon cours. Je me suis acheté mon premier AR-15 parce que je me dis, si ICE s'en vient ici, je veux défendre mon quartier, je veux défendre les gens. Il y a le nouveau, c'est Julia Pagé, je pense, de Radio-Canada, qui a fait un reportage sur le nouveau mouvement Black Panthers aussi, de s'armer pour défendre les citoyens. Ça aussi, je vais entendre ta réaction là-dessus. Ouais, ça, c'est vraiment, écoute, c'est inquiétant. Puis ça va vraiment dans ce qu'on va. C'est la question quand les gens se disent, ben là, on peut continuer. Puis ils disent, en fait, je regardais, parce qu'avant de venir te parler, j'ai regardé, en fait, un peu la théorie sur les guerres civiles, quand une guerre civile a lieu. Et ils disent qu'une guerre civile, c'est rare que ça va arriver quand il y a beaucoup de manifestations et tout ça, parce qu'il y a comme une espèce d'endroit où pouvoir s'exprimer, où on a l'impression qu'on peut avoir encore un impact sur la société. Dans la théorie, on dit que les guerres civiles ont surtout lieu quand il y a un groupe qui a l'impression de ne plus avoir d'espoir. Et donc, si un groupe, à un moment donné, se dit, ben si on va dans la rue, on manifeste, puis on nous rentre dedans, bien là, il faut prendre ça en nos propres mains. C'est là que tu peux voir, en fait, donc, cette espèce de radicalisation qui peut mener jusqu'à s'armer. Et c'est loin de tu sais, je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi quand on parle de tout ça. Ça veut pas dire parce qu'on est de gauche qu'on est un ange, là. Je veux dire, les mouvements de gauche qui ont fait de l'immense violence, il y en a tellement. On regarde justement le Venezuela qu'on couvre beaucoup ces temps-ci, là. C'est un gouvernement de gauche radicale ou même d'extrême gauche qui est au pouvoir qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans puis qui a fait énormément de dégâts, là, beaucoup. Donc, ça ne veut pas dire que d'être de gauche, ça va être... mais en général, aux États-Unis, on n'a pas vu énormément de violence venant là, des cercles de gauche dans les dernières années. Alors, bien, la question, c'est ça, et est-ce qu'on met la loupe sur chacun de ces petites affaire-là, est-ce que c'est en fait c'est la difficulté de couvrir ces mouvements-là underground qui sont en train d'émerger. Puis je pense que oui, en effet, de pouvoir couvrir les deux côtés, c'est super important. Il va juste falloir voir jusqu'à quel point c'est anecdotique ou ça commence à être de plus en plus généralisé. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Bien, je pense pas que c'est de plus en plus généralisé. Je crois qu'on réalise aussi que le deuxième amendement, c'est pas juste pour la droite. Il y a plein de gens qui sont très progressistes aux États-Unis qui veulent quand même avoir une arme à feu, mais qui sont pour un meilleur encadrement ou avoir une arme à feu dans un contexte X. C'est juste qu'on a, dans l'imaginaire, ou quand on en parle, on va parler de la NRA, on va parler de toutes les lobbies de droite, on parle dans le contexte des tueries dans les écoles, de la droite qui défend ça. Mais il y a des gens aussi de gauche que là, on réalise, exemple, cet infirmier qui a été abattu, qui a son arme légalement avec son permis, on l'associe à la gauche, mais on ne sait pas encore exactement, on ne connaît pas la personne. Je veux dire, il a manifesté, mais ça ne veut pas dire qu'il se déclare de la gauche ou d'un mouvement politique quelconque. Il y a des républicains en ce moment qui sont contre aussi ce qui se passe. Je ne veux pas généraliser non plus, mais je crois juste c'est comme si on mettait la loupe sur quelque chose qu'on connaissait moins. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas que des gens dans les mouvements plus à gauche, sans être violents, là, je ne suis même pas en train de dire que je parle de mouvements violents, mais c'est juste qu'ils s'arment, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu moins avec la vision, je trouve, au Canada puis au Québec. Puis ça, c'est peut-être un peu de notre faute. Je me pointe du doigt là parce qu'on parle beaucoup de ça associé à quelque chose. Mais oui, il y a des gens que je connais aux États-Unis qui ne sont pas du tout des gens dans les extrêmes, qui vont avoir des armes à feu, mais qui sont sous clé à la maison et qui ne veulent pas ça pour un objectif non plus de révolution ou pour, je sais pas, créer des actes violents ou je ne sais trop. Est-ce que tu es inquiète parce que tu as habité aux États-Unis
pendant quelques années. Tu as étudié aux États-Unis, entre autres. Oui, j'ai étudié 5 ans aux États-Unis, en tout et partout. Tu as des amis, je le sais, beaucoup, qui se trouvent encore amis, aux c'est ça de États-Unis. l'université, parce que quand on vit sur un campus universitaire, notre famille, c'est nos amis, parce qu'on est loin de tout adulte en dehors de nos professeurs. Et donc, oui, mes amis... mais c'est drôle, beaucoup de mes amis sont à New York ou dans les grandes villes. Et pour l'instant, en tout cas, je ne sens pas... ils sont inquiets de voir politiquement ce qui se passe dans le pays. Ils ne sont pas trop inquiets encore pour l'instant pour ce qui est de la violence possible qui pourrait se déverser dans les rues. Donc, je pense aussi, puis tu sais aussi, tu vas souvent aux États-Unis, on a souvent l'impression que de l'extérieur, l'effet aquarium fait que tous les poissons ont l'air un peu plus gros. Puis quand on arrive à l'intérieur des États-Unis, bien là, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui marchent bien. Oui. La seule chose que j'ai remarquée dans mes 2 derniers reportages aux États-Unis, tu sais comme moi, c'est le pays où on débarque, on parle à n'importe qui, que ce soit de la droite, de la gauche, et tout le monde nous parle. Les immigrants, je veux dire, j'ai déjà découvert, tu sais, comme justement la première fois que l'administration Trump séparait les parents des enfants, tout le monde me parlait à la frontière du Texas, que ce soit même les gens qui faisaient partie, en fait, de l'État, tu sais, me donnaient des entrevues en me disant, ben voici pourquoi on fait ça, tout ça. Là, on est vraiment ailleurs. On est vraiment dans une ère de peur politique où, à Washington, à New York, les gens refusent les entrevues. Ou s'ils nous donnent une entrevue, bien là, ils viennent avec 3 relationnistes de presse qui sont assis à côté puis qui regardent chaque petite affaire qu'ils disent. Donc, autant on voit nos leaders en ce moment, comme Mark Carney, qui a quand même eu une grosse semaine la semaine dernière, tu sais, chaque mot qu'ils disent, donc ils pensent qu'il va peut-être venir avec une représaille de la part de Donald Trump. Mais c'est un peu la même chose aux États-Unis. Il y a toute une population en ce moment qui a peur, en fait, de perdre ce qu'elle a, que ce soit son emploi, sa place, sa réputation, s'ils sont trop critiques du gouvernement. Et on dirait, en tout cas, puis je trouve que c'est tellement marquant, cette différence-là entre il y a 1 an, puis en tout cas plus il y a 2 ans et aujourd'hui. Et ça, c'est ce que je trouve le plus inquiétant. Puis quand j'en parle aux Américains, ils se sont comme habitués, en fait, à cette nouvelle donne-là. Et moi, je pense que ça, c'est un terreau vraiment fertile, en fait, pour justement la naissance de violences politiques. Quand il y a autant de peur, donc les gens n'osent plus aller dans la rue. Et donc, pense à des modes alternatifs de résister. Puis ça, à travers, en tout cas, les conversations que j'ai, c'est que les gens font « Ah, ben là, la vie continue normale, sauf que... » Et ce qu'ils voient à long terme, ben c'est beaucoup plus catastrophique que ce qu'ils n'avaient jamais pensé avant. Je ne sais pas si tu as vécu un peu la même chose. Oui, bien, je trouve qu'aussi, nous, on voit les États-Unis comme un tout, parce qu'on parle de ce qui se passe. On va parler du Minnesota, de Los Angeles, de Washington, D.C., mais quand tu te rends sur place, ça reste que la réalité aussi, les gens vont travailler, ils ont leur famille et tout ça. Il y en a beaucoup, moi, qui m'ont dit qu'ils essaient de regarder le moins possible de l'actualité. Justement parce que nous, on trouve ça anxiogène ici. J'ai des amis qui m'ont dit, moi, je me concentre sur ce qui se passe. J'ai des amis à New York qui ont célébré la victoire de Mme Dani, puis qui se disent, ben nous, voici ce qu'on vit à New York, puis après ça, on va essayer de pas penser, mais se mêler de ce qui se passe ailleurs. C'est plus comme ça que je le vois. C'est se couper un peu. Il y en a qui veulent se couper carrément de l'actualité, peut-être parce qu'ils veulent pas m'en parler, puis c'est leur façon de me dire les choses, mais parce qu'il y a une inquiétude grandissante qui est là. Peut-être quand tu te fermes les yeux, tu te dis que c'est un petit peu moins pire. Peut-être. Mais je le sais pas, je suis pas dans la tête de ces personnes-là. J'y retourne bientôt aux États-Unis, puis j'ai hâte de voir s'il y a un changement. Je retourne entre autres à New York, où il y a quand même des opérations de ICE aussi qui se déroulent là. J'ai parlé à quelqu'un d'Atlanta il y a pas longtemps qui me disait ICE est pas du tout présent. C'est Julien Cavana, qui est médecin et qui commente souvent l'actualité. Il disait, pourtant, il y en a quand même des immigrants aussi. On est une grande ville aux États-Unis. Est-ce que c'est parce qu'il y a un gouverneur républicain qui est plus en collaboration? Mais dans le Sud, ça se voit un petit peu moins que justement dans les États du Nord et les États côtiers. Donc, des États plutôt démocrates là, où on voit les opérations, mais il se dit, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver par chez nous? Alors, c'est pas encore là. Alors, on verra quand ça va arriver. Mais c'est ça, puis on voit qu'il y a un choix politique là, dans l'endroit où ICE est déployé de manière plus agressive. Là.
je veux dire, le choix du Minnesota, c'est quand même marquant parce que c'est quand même pas le premier État auquel on va penser quand on pense à l'immigration non documentée. Tu sais, on va penser plus au Texas, en fait, à Californie. Tout ce qui est proche de la frontière au nord, où la dernière fois, en fait, après 2016, surtout, je pense que c'est en 2017, quand il y avait eu la séparation des familles. Tout ça se passait dans les États qui votaient républicains. Et d'ailleurs, moi, ce que j'avais trouvé marquant, c'est qu'à ce moment-là, puis tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, les dames qui m'avaient aidée pendant un de mes reportages, c'était des dames républicaines qui s'étaient jamais impliquées politiquement, puis qui, là, allait à tous les procès d'immigrants, où on faisait des procès là, de 50 personnes dans la même pièce en même temps. Et là, ils annonçaient quelle famille avait été séparée de leurs enfants. Puis ces dames-là s'arrangeaient pour aller visiter ces gens-là en prison pour essayer de les aider. Elles n'avaient jamais fait rien. Et là, l'administration l'avait vu rapidement que la séparation des enfants et des parents, ça allait frapper directement au sein de son électorat. Donc, cette fois-ci, en allant dans les États, donc justement plus démocrates, on dirait qu'on va chercher une confrontation sans trop déranger l'électorat républicain. On dirait qu'on essaie de ménager un peu un tout en rentrant dans l'autre et en faisant l'espèce de portrait que ces groupes-là, en fait, finalement, regardez, on avait raison d'envoyer de la sécurité là parce que vous voyez, il y a de la violence, on menace les agents de ICE. Puis c'est vrai qu'il y a eu il y a eu des incendies, il y a eu des attaques contre des voitures de ICE, il y a eu des choses comme ça. Du doxing, là. Donc, il y a des gens, on donne les adresses publiques des agents de ICE aussi pour peut-être faire des menaces directes aux membres de la famille. Il y a eu ça aussi. Le Minnesota, je pense aussi qu'il y a une raison derrière le choix. Tim Walz, qui est un adversaire politique de Donald Trump dans la campagne électorale parce que c'est le candidat à la vice-présidence de Kamala Harris. Il y a toute cette histoire avec la communauté somalienne. Donc, on met aussi tous dans le même panier. Là, écoute, il y a des choses que je pensais jamais entendre, j'allais dire de mon vivant, comme si j'avais 102 ans, mais c'est vraiment, il disait, les Somaliens, ce sont tous des criminels, ils devraient pas être ici, on devrait tous les expulser parce qu'il y a eu des fraudes d'une grande importance à la suite de la pandémie, le financement qu'on avait, entre autres, pour s'assurer que les enfants aient des repas à l'école et qu'ils soient bien nourris, tout ça. Et là, il y a eu beaucoup de gens de la communauté somalienne. On va dire, dans le groupe de personnes qui a été arrêtées, il y avait une majorité de gens de la Somalie. Et là, on a dit, voici, les Somaliens, ce sont des fraudeurs. Il y a une grande communauté qui est au Minnesota. Et il y a des enquêtes aussi pour savoir si on a fermé les yeux au sein du gouvernement. Alors, c'est comme si on voulait aussi punir. Il y a déjà des enquêtes, mais on veut aussi punir Tim Walz et le Minnesota en raison de ces fraudes-là. Fait que je pense que ça partait aussi de ça pour viser la communauté somalienne, mais finalement, on est allé beaucoup plus large que ça. Oui, puis une des bêtes noires de l'administration Trump, c'est aussi Ilhan Omar, qui est issue de la communauté somalienne. Et donc, je pense que c'est aussi une manière qui fait partie du squad. Discréditer, c'est ça, donc certains opposants politiques. Donc, c'est plusieurs coups d'une seule pierre. Ouais. Oui, je pense que c'est pour ça qu'on faisait ça. Est-ce que quand tu entends l'expression guerre civile, l'expression, c'est pas juste une expression, là, c'est un fait. La guerre civile, je te disais tout à l'heure dans mon introduction, on n'est pas dans la guerre de sécession de 1861-1865 où c'était le Nord contre le Sud. Est-ce que tu imagines une guerre civile sous d'autres formes qui est possible? Je veux pas qu'on rentre dans le sensationnalisme, là, mais pour te donner peut-être ma réponse que j'avais déjà donnée à cette question-là, je trouve qu'il y a déjà une guerre idéologique où il y a une espèce de guerre civile, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, sur le web. Est-ce que tu imagines quelque chose qui va plus loin que ça? Qui est organisée? Je regardais même juste la définition d'une guerre civile. C'est moi, celle que j'ai peut-être le plus couvert là, récemment, c'est celle qu'on vient de voir en Syrie, où il y a eu quand même plus de 500 000 morts. Là. C'est quand même une guerre civile majeure. Puis on voit que même maintenant que le gouvernement de Bachar al-Assad est tombé, ça va pas nécessairement... c'est pas encore la panacée. Mais une guerre civile, en général, c'est quand l'État en fait toujours partie. Oui. Donc, parce que je me posais la question, tu sais, ça pourrait être aussi des groupuscules qui s'affrontent. C'est pas une guerre civile. Une guerre civile, c'est vraiment l'idée que l'État fait partie de ça. Donc là, cette espèce de violence qu'on voit en ce moment qui vient d'une force policière, c'est l'État. Oui. Et donc, tu te dis, mais ça, c'est la première fois donc, que l'on voit vraiment, parce que c'est une chose, disons que des groupes de manifestants qui iraient les uns contre les autres ou des groupes de droite contre de gauche, c'est pas ça qu'on parle. C'est est-ce qu'un État est prêt? Puis, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a tellement un assentiment du gouvernement, pour le moment, à l'utilisation de la violence.
Et notamment quand il y a eu des bavures, parce que, tu sais, quand il y a des bavures, ils pourraient dire, ah, ben là, ça, c'est inacceptable, donc on va s'assurer que ça n'aura pas lieu. Il faut que ICE soit irréprochable, mais c'est pas ça qu'on a. Au contraire, on a vraiment, donc, comme tu disais, on jette de l'huile sur le feu. Donc, moi, c'est ça que je trouve le plus inquiétant, c'est que plus l'État va justifier la violence qui est en fait une bavure, c'est un mot doux, là, pour dire même qui sont des crimes, en fait, plus, en fait, là, l'État devient partie d'un possible conflit. Et donc, oui, en ce moment, avec ce qu'on voit, à cause du discours de l'État par rapport à la violence qu'on voit, je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter. Moi, c'est la première fois que je me dis, oh boy, là, il y a vraiment un signe, et aussi toute l'utilisation de la garde nationale ou menace d'utilisation de la garde nationale à l'approche des élections, surtout que les élections qui s'en viennent vont être cruciales pour le gouvernement Trump, pour qu'il garde le contrôle, parce que là, en tout cas, au moins sur le Congrès. Donc, on se dit, c'est vraiment des circonstances inquiétantes, surtout que c'est la même administration qui, en 2020, n'a pas voulu accepter les résultats de l'élection. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, oui. Et je pense que il y a vraiment lieu de se dire, il y a des conditions en place pour vraiment que ça dérape. Ça dérape, puis on le souhaite. Bon, je pense que tu aimes aussi les États-Unis dans le sens de leur individualité, là. Moi, je ne souhaite pas de malheur aux Américains en ce moment. Jamais de la vie. Non. Puis je veux dire, là, ça arrive aux États-Unis, mais je pense qu'il n'y a aucun pays qui peut se dire à l'abri de ça. Là. Je veux dire, c'est vraiment des conditions qui sont mises en place, qui sont là depuis longtemps, mais qui, là, à un moment donné, deviennent complètement exacerbées. Puis en tout cas, je trouve que, on n'est pas rendu là, mais c'est ça, c'est le fait que les éléments sont là pour que ça ait lieu. Ça, c'est inquiétant. Et je veux te faire réagir à une déclaration que je vais paraphraser de Marjorie Taylor Greene, qui est rendue presque la voix de la raison je pensais jamais dire ça, mais bon, dans ce contexte actuel, je sais que ça te fait rire, mais c'est Marjorie Taylor Greene, pour les gens qui ne la connaissent pas, qui était plutôt dans la frange d'extrême droite de son parti, qui était une alliée de Donald Trump, je disais la plus MAGA que Donald Trump même lui-même, là. C'est elle qui avait porté la casquette Make America Great Again dans le discours sur l'État de l'Union de Joe Biden, qui a dit des énormités à travers les années, mais là, qu'il y a eu un divorce politique avec Donald Trump dans les derniers mois, et qui disait, écoutez, là, attendez, je comprends bien la situation, les tensions, elle est pour l'expulsion de migrants qui sont en situation régulière aux États-Unis, ça l'a déjà dit, mais elle dit là, on va très loin. Premièrement, la personne, on est en train de dénoncer le fait qu'elle était armée. Alors là, on est en train de miner aussi le deuxième amendement. Elle dit, on mine aussi le premier amendement, on n'en a pas parlé, mais la liberté d'expression, on peut justement manifester si on le souhaite, le faire pacifiquement. Puis elle disait, attendez un instant, là. Imaginez que l'administration Biden ou Obama avait justement, dans des manifestations, tiré comme ça sur quelqu'un qui avait une casquette rouge MAGA, là, ou qui est dans le mouvement Black Lives Matter, là, avec les opposants et tout ça. On est en train d'abattre quelqu'un comme ça dans la rue, puis il y a des images qui font le tour de la planète. Elle dit, comment est-ce que vous seriez, là? Vous vous sentiriez de voir ça? Vous seriez pas révolté? C'est la plus grande transformation. Après Ahmed al-Shara en Syrie, là, justement, oui, l'ancien gars d'Al-Qaïda qui est devenu le président, c'est la plus grande transformation politique qu'on a vue dans la dernière année, celle-là. Franchement, c'est extraordinaire, notamment sur la question aussi de Gaza, où elle s'est inscrite en porte-à-faux, et sur la question de Epstein. Donc, il y a vraiment eu une espèce de... On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais oui, puis je pense qu'en effet, tu sais, là, on parlait du 2 poids, 2 mesures. Exactement, si quelque chose s'était passé comme ça sous l'administration Biden, je veux dire, il y a beaucoup du côté républicain qui aurait été dans les rues, justement, qui aurait été super mobilisé là, par rapport à cette répression-là. Est-ce que tu crois qu'à la différence de d'autres conditions, parce que tu en as couvert les guerres civiles, tu viens de parler de la Syrie, mais je le sais que tu en as couvert d'autres à travers les années, parce que malheureusement, des guerres civiles, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y en a à chaque année, en quelque part, dans un coin de la planète. Est-ce que le fait qu'il y ait des républicains, parce que je sépare quand même le mouvement MAGA plus à l'extrême que les républicains, est-ce que le fait qu'il y ait des
les républicains en ce moment qui commencent à lever la main. Je parle pas nécessairement d'élus, je parle de citoyens. Je parle de mon Dieu, Joe Rogan qui a dénoncé en disant que c'était la Gestapo, ce qu'il voyait avec ICE. Est-ce que ça, c'est un élément qui t'encourage par rapport à la situation, qui est ces levées de boucliers de la part de gens qui sont dans le même parti politique? Oui, mais on voit en ce moment quand même une mainmise sur le pouvoir à Washington comme on n'a jamais vu. Donc, à un moment donné, la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quel point tout ça pourrait avoir lieu sans l'appui du Parti républicain ou jusqu'à quel point, justement, les élections qui s'en viennent, on va essayer de nier leur validité ou quoi que ce soit. En fait, je pense que la question qui se pose et qu'il y a beaucoup d'experts qui disent, en ce moment, aux États-Unis, il y a un groupe qui sait que démographiquement, il est de moins en moins lourd. Et pour garder le pouvoir, ça va être de plus en plus difficile démocratiquement. Puis là, on parle beaucoup des hommes blancs d'un certain âge. Exactement. Et qui se disent, en fait, que l'autoritarisme est peut-être la seule manière de garder le pouvoir. On a vu ça en Égypte aussi, hein, où la minorité, il y a une minorité qui justement est plus laïque, mais qui sait que la seule manière qu'elle a de garder le pouvoir, c'est en étant excessivement répressive. Parce que quand il y a eu des élections, ben les frères musulmans, c'était super bien, avaient vraiment été arrivés premiers dans les scrutins. Donc, ça a été après la révolution... islamique? Non, la révolution du printemps arabe. Oui. Il y a eu tout de suite un retour, en fait, des forces répressives pour faire retomber les choses de l'autre côté. Donc, là, ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'élite déchue qui va tout faire pour garder le pouvoir et qui est autour, en fait, du personnage qui est Donald Trump. Et donc, même si les républicains, une partie des républicains disent, ben nous, on n'embarque plus, ben c'est plus une question de nombre, c'est vraiment une question de force. Puis je pense qu'elle est là, la question en ce moment. Et c'est là qu'on va voir, en fait, si les gens dont tu parles, si ça va avoir un impact politique ou si on est rendu à un point où, ben, de toute manière, quand le tribunal dit quelque chose, on n'est pas vraiment obligé d'écouter. Donc, quand le Parti républicain ou une bonne partie des républicains dit quelque chose, on n'est pas vraiment à les écouter parce qu'on a une mission puis qu'on a l'impression qu'on a raison à notre mission puis qu'on va y aller jusqu'au bout pour la mettre de l'avant. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont peur qu'il y ait un problème avec les prochaines élections de mi-mandat qui sont le 3 novembre prochain? Clairement. Oui. Avec tout ce que je dis depuis tantôt, je pense mais que... moi, j'essaie toujours de voir le verre d'eau à moitié plein. Alors, je vais entendre ton avis parce que je me dis la Constitution protège quand même et le fait que c'est les États qui gèrent les élections me rassure. J'ai plus des inquiétudes au niveau de la contestation des résultats. Je ne sais pas si c'est à la même place que moi. Je pense qu'elle est là. Je pense qu'on va s'attendre à voir, comme on avait vu en 2020, où Donald Trump, des mois à l'avance, disait déjà que les élections étaient truquées alors qu'il n'y a personne qui avait été voté encore. Je pense que c'est ça qu'on va voir dans les prochains mois. Là, les sondages ne sont pas favorables aux républicains. Donc, est-ce que des gens vont voir un peu le même scénario se déployer? De quelle manière? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire parce qu'ils ne sont pas là-dedans encore. Mais disons que tout ce déploiement-là de garde nationale, de ICE un peu partout, moi, je pense que ça met quand même un peu la table pour ce qui s'en vient en novembre. Puis déjà de créer un espèce de climat de peur politique dans le pays qui va teinter les élections. Donc, moi, c'est plus là que je vois que... Mais oui, je pense que cette élection-là va nous en dire beaucoup, en fait, sur jusqu'à quel point les institutions américaines vont tenir le coup ou non. Je pense que le test, il est vraiment là en novembre. Il nous reste un petit peu de temps. Je veux t'entendre sur la possibilité d'invoquer la loi sur l'insurrection. Insurrection Act, il y en a qui disent que c'est la stratégie de Donald Trump depuis le départ, justement, de créer une espèce de chaos et de dire, là, il y a une tentative d'insurrection. On le voit avec les gens qui vont s'armer, les manifestations, de plus en plus de gens qui, je veux dire, de d'autres États qui se rendent au Minnesota pour pouvoir, avec leur sifflet, avec les voitures. Parce qu'il y a un gros mouvement qui s'organise. La loi sur l'insurrection pour envoyer l'armée américaine pour, disons, contenir la situation. Est-ce que tu crois que ça fait partie peut-être d'une stratégie? C'est une bonne question, mais c'est un scénario possible. Je veux dire, c'est difficile parce qu'on ne peut jamais être dans la tête. Hein? Je pense qu'on nous le demande tout le temps d'être à la tête de Donald Trump. Oh là là. Je pense que Donald Trump n'est pas toujours dans sa tête non plus. Puis moi, je ne veux pas me risquer à l'être non plus, je te dirais. Non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en tout cas, si on regarde
les faits sur le terrain, on se dit, bien, c'est une vraie possibilité. Je pense qu'on doit au moins considérer la possibilité que ça soit une stratégie. Puis je pense que tu l'as très bien décrite, d'ailleurs, comment tout ça est en train de s'articuler. C'est comme si on mettait en place les conditions pour que ça soit effectif, éventuellement. Peut-être qu'on va regarder justement comment ça se passe, mais disons, pour l'instant, on a l'impression qu'on ne serait pas très loin d'avoir à tirer un fil pour que tout ça tombe en place. Laura Julie, il nous reste 2 minutes à peu près et je veux qu'on termine. Je te donne un défi, un grand défi. Terminons sur une note, ma foi, un peu positive. Ah, mais il faut. Parce que je l'ai promis aux gens qui nous écoutent que ça ne sera pas trop anxiogène. Et je ne sais pas si on a réussi jusqu'à maintenant à être quand même relativement calme dans notre description. Mais est-ce que tu vois du positif avec ce qui se passe en ce moment? Est-ce que ce soit, je ne sais pas, des Barack Obama, des Bill Clinton ou autres qui essaient de s'en mêler? Y a-t-il quelque chose qui te donne un espoir? La résilience des Américains, je ne sais pas. Je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche. J'allais dire, les Américains, il ne faut pas oublier qu'ils ont passé. Je veux dire, c'est quand même le même peuple qui, il n'y a pas si longtemps, s'est rebellé contre la guerre au Vietnam. C'est le même peuple qui a fait tellement de choses, justement, quand le pouvoir à Washington, c'est pas la première fois que le pouvoir à Washington utilise excède ces barrières. Et les Américains se sont toujours levés. Je pense que là, on leur met un petit peu plus de bâtons dans les roues. Je pense que ça a été plus planifié que les fois précédentes. Mais oui, ils sont quand même 350 millions, puis ils ont la force du nombre. Et il va falloir voir. Moi, je pense que c'est quand même... Et la démocratie, ça a toujours été leur fierté, en fait, d'être un petit peu... leur constitution et tout ça, je pense qu'il reste quand même beaucoup d'Américains pour qui c'est très important et qui sont prêts à se lever. Puis à toutes les fois que, justement, je te disais, on y va, on a quand même l'impression qu'il y a toutes sortes de gestes de résistance qui se font au jour le jour. Les gens agissent dans leur environnement. C'est plus dur d'agir globalement en ce moment, mais ils sont pas du tout en train de dormir. Parfois, ils parlent un peu moins fort parce qu'ils ont peur, mais ils sont quand même très au courant de ce qui se passe dans leur pays. Puis je pense qu'ils risquent de nous surprendre. Oui, c'est une note très positive. J'ajouterais à ça qu'il y a quand même des gens des forces de l'ordre, des policiers. J'ai vu plusieurs capitaines de police qui ont dénoncé ce qui se passe. Ils disent que leurs propres policiers en civil, lorsqu'ils terminent de travailler, sont interpellés par ICE. Il y en a qui ont eu peur, qui ont eu des armes pointées sur eux. J'ai vu la garde nationale aussi du Minnesota ce week-end qui a été... là, j'ai pas le temps de vérifier l'exactitude des images, mais je l'ai vraiment vu partout par des médias, entre autres, qui aidaient aux manifestants. On a donné, des forces de l'ordre donnaient des chocolats chauds, du café, quelque chose pour se réchauffer. Donc, il y a peut-être ça aussi, là, ça vient de l'intérieur. Là, les anciens de ICE aussi qui témoignent en disant c'est pas du tout ce qu'on fait dans la vie. C'est des pas vétérans du tout efficace qui sont en train de faire là et qui dénoncent ce qui se passe, que oui, en effet, ça va venir d'un peu partout, je pense, cette résistance-là. Des vétérans de l'armée américaine qui disent non, on ne s'est pas battu pour la démocratie et la liberté ailleurs sur la planète, pour notre pays, pour voir la même chose arriver ici. Ça, je pense que c'est fort. Oui, en effet. Laura Julie Perrault, c'était un plaisir de t'avoir avec moi pour cette discussion. Je rappelle que tu es journaliste, chroniqueuse des affaires internationales à la presse. Tu as fait plusieurs reportages. J'invite les gens d'ailleurs à aller te lire sur ce qui se passe aux États-Unis, mais aux 4 coins de la planète aussi. Je sais qu'on aurait pu se parler de tellement d'autres sujets. Merci d'être venu aujourd'hui. Mais merci pour l'invitation. Puis on souhaite bonne chance à nos voisins du Sud pour ce qui s'en vient. On veut être positif. On veut pas non plus faire peur. C'est pas ça l'objectif, mais on est quand même inquiet avec tout ce qui se passe au Minnesota, entre autres. On va suivre tout ça de près. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour un autre épisode de Miss America.